sans plus tarder, on s'intéresse à l'évolution du CAC 40, donc à la paire euro-dollar, au Dow Jones, au Bitcoin, avec sur TV Finance et dans Direct Investisseur avec vous, David Furcage. Donc bonjour. Bonjour. Vous êtes président de iWave 360, qui est une société d'édition de logiciels en bourse. C'est ça. De bourse. Et donc vous allez peut-être nous revenir un peu sur ce rallye boursier des marchés européens depuis le début d'année. On a assisté donc à cette forte hausse après une fin d'année un petit peu en demi-teinte. Le Nikkei est effectivement au plus haut, un pic depuis 26 ans. Et le S&P 500 est bien orienté. Tout ça, est-ce que ça va continuer en 2018 ? Alors en fait, ce que je voulais montrer dans un premier temps, c'est ce que ça a fait en 2017. Oui, réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé en 2017, puisqu'on a tendance à se concentrer en tant qu'Européens sur les marchés européens et puis regarder un petit peu ce qui se passe du côté des États-Unis. Et ce que je vais vous le montrer à travers le graphique qu'on va voir sous les yeux, c'est que le Nikkei réalise une performance qui est supérieure à celle du SP500. Le graphique des indices boursiers. Voilà, vous avez sous les yeux un graphique de performance qui prend départ en 2017. Sur la courbe grise, le Nikkei, la courbe rouge, le SP500, et sur la courbe verte, le Dow Jones Eurostoxx 50, donc l'indice des principales valeurs européennes. Et ce que l'on peut observer, c'est que le Nikkei arrive en tête en 2017. Depuis le 1er janvier 2017, il réalise la meilleure performance avec un nouvel point d'accélération ces derniers jours, ces dernières semaines, puisque ce graphique est en fréquence journalière. Et donc, je trouvais intéressant de voir un petit peu ce qui se passe de part et d'autre de l'Europe. Donc, d'un côté à l'est avec le Japon et de l'autre outre-Atlantique avec les États-Unis. Et ce que l'on voit également sur ce graphique, c'est que l'Europe reste à la traîne. Voilà. Donc, si on était un investisseur qui a une vision dans laquelle internationale. Évidemment, l'Europe c'est pas la place où il faut être, en tout cas sur le marché action, bien qu'il y ait forcément certains titres qui sont intéressants, bien évidemment, mais il y a quand même d'autres endroits où l'herbe est plus verte. Voilà. Peut-être justement au Japon où c'était pas arrivé depuis 26 ans, où une hausse aussi forte, ou bien aux États-Unis. Quel marché vous privilégieriez-vous ? En fait, ce qu'on le voit sur l'un comme l'autre, c'est que les tendances sont clairement, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour le voir, donc les tendances sont clairement haussières, avec pour le moment en tout cas aucun signal de ralentissement. Donc pour l'instant, il y a un état psychologique dans lequel le sentiment est largement positif et en faveur de ces différents marchés. Donc tant qu'il n'y a pas de signaux de faiblesse, on peut en tous les cas rester positionné sur ces marchés. Et bien évidemment, si on n'est pas encore positionné sur ces marchés, il faudra être très attentif sur le timing, puisqu'on est quand même sur des niveaux qui sont assez tirés par le haut. Le fameux momentum. On vient peut-être au CAC 40 plus particulièrement avec un niveau de résistance qui correspond donc au point d'accélération baissière de la crise de 2008. C'est ça. Si vous pouvez nous expliquer tout ça. Oui, c'est un point. Alors, ce qui est très important, c'est de regarder les choses de manière rétrospective. Et dans le cercle que l'on observe donc de janvier 2008 sur la partie gauche du graphique, on voit en fait le point de départ en accélération baissière de l'indice qui témoigne d'une irritation, en tout cas psychologique, qu'il faut encore aujourd'hui regarder. Donc 2008, ça fait maintenant 10 ans en réalité qu'on a vu ce mouvement. Et 10 ans plus tard, vraiment 10 ans, c'était en janvier, on est en train le marché est en train de le tester. Et ce que l'on peut observer, c'est ce marché, il a du mal en fait à se libérer donc psychologiquement de cette accélération baissière que l'on observait donc en 2008. Aujourd'hui, il est encore en train de tester, là maintenant, le CAC teste je crois, il est à peu près à 5505 points. La structure moyen terme est tout à fait favorable à une poursuite du mouvement, mais l'on voit néanmoins que sur ce niveau-là, il y a eu quelques tentatives. Là, on voit il y a deux points sur lesquels le CAC, il y a quelques temps, en 2017, a tenté de percer ce niveau-là sans jamais réussir. Et là, il est encore en test. Donc voilà, une structure moyen terme qui est toujours favorable, mais sur ce niveau-là, on observe un ralentissement. Prudence. Oh, prudence. Non, pour l'instant, sur la structure moyen terme, vous voyez que si on fait un peu d'analyse technique, le marché évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 50 périodes, il est au-dessus d'une droite de tendance ascendante. Donc la tendance moyen terme est tout à fait intacte, mais sur ce niveau-là, il y a un petit problème.
Donc la paire euro-dollar, on voit que l'euro effectivement fait l'objet de prises de bénéfices. Elle teste également une résistance actuellement. Alors nous chez iWave 360, ce que l'on fait, c'est qu'on explose la partie numérateur et dénominateur d'une paire. Et sur le graphique de gauche, on peut observer d'une part l'euro index, donc en orange, et d'autre part en jaune le dollar index. Et ce que l'on peut observer, c'est que tout récemment, en fait, puisque le graphique de gauche, qui est également un graphique de performance en fréquence journalière, et bien que très récemment, je crois que c'était hier, avant-hier, ou vendredi je crois, et bien l'euro index est sorti par le bas d'un canal de tendance ascendante, et en réalité, bien qu'il était bien orienté depuis le début de l'année 2017, et bien celui-ci est en train de ralentir et part dans une sorte de début de consolidation. Dans le même temps, le dollar, lui, sur les derniers mouvements, donc les tout derniers jours, il évolue quasiment dans le même sens. Voilà, donc rien de très incroyable sur le dollar index qui est actuellement sur les niveaux identiques à ceux qui prévalaient il y a encore quelques mois. Alors maintenant, quand on observe le graphique de droite pour faire le résumé et pour essayer de comprendre la situation, d'une part du numérateur et d'autre part du dénominateur, une paire de devises étant un ratio. Et quand on observe le ratio, donc la paire euro-dollar, donc en fréquence hebdomadaire, ce que l'on observe, c'est qu'elle est embuté à deux reprises sur le niveau des 1,21 qui correspond à 50% de retracement de tout le mouvement baissier que l'on avait observé il y a 2 ans à peu près. Et sur les deux petites flèches rouges, voilà, on voit le niveau de 1,21 sur lequel la devise, enfin le challenge ce niveau, le test, c'est un niveau de retracement et en même temps cette devise est en train de buter sur ce niveau-là. Alors quand on analyse conjointement le graphique de droite et le graphique de gauche, on comprend que d'une part l'euro index et le dollar index évoluent peu ou prou dans les mêmes directions et donc ce que l'on peut penser en tous les cas, c'est qu'il va y avoir une difficulté à court terme de la devise pour franchir les 1,21. Quand je dis franchir, on est à l'épaisseur du trait près, hein, d'accord. Oui. Mais là, il y a un challenge, un test sur ce niveau-là. Et quoi qu'il en soit, il y a également le niveau de support en vert qui fera, au cas où la conciliation se poursuit un peu plus, qui fera office de support majeur. Oui, voilà. Pareil. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar, donc un challenge sur les 1,21. Qui pour l'instant pourrait être, enfin à court terme, la paire pourrait avoir une certaine difficulté à franchir ce niveau. Donc pour terminer, le feuilleton de l'hiver. Le feuilleton de l'hiver, j'aime bien le dire comme ça. C'est les crypto-monnaies qui évoluent en ordre dispersé. Pourquoi En ordre dispersé parce qu'en fait là j'en ai mis, je vous ai proposé d'en regarder 3. Donc il y a le Bitcoin, le Litecoin et l'Ethereum. Et ce que l'on peut observer, c'est que pour le Bitcoin et le Litecoin, il y a une structure graphique qui est quasi identique et l'Ethereum n'a rien à voir avec les deux autres graphiques de gauche, soit le Bitcoin et le Litecoin. Il a poursuivi son ascension. Alors lui, il a également purgé une partie de sa bulle, vous voyez sur la partie, la flèche, les petites flèches qui sont en bas. Hein. Cependant, il l'a repris avec une très grande violence. Et vigueur même. Vigueur, violence. Hein. Et arriver de nouveaux sommets alors que les autres restent sur les précédents points bas et ont beaucoup de difficultés en fait à revenir sur les précédents points hauts. Alors pourquoi alors il y a en fait plusieurs caractéristiques quand il y a une purge. D'abord, la purge de l'Ethereum a été sensiblement moins violente que la purge sur le Bitcoin et le Litecoin. Sur le Bitcoin, on a vu le 22 décembre une journée à moins 18-20%. Et ce que l'on observe sur les parties fléchées, c'est une forte poussée des acheteurs sur des niveaux de 11 000 $ pour un Bitcoin. Vous voyez, il y a un fort phénomène de rejet sur ces petites flèches bleues qui témoignent que les acheteurs sont là sur ces niveaux et repoussent le marché plus haut. Donc dans le cadre d'une bulle qui purge ou qui explose, on a deux en fait caractéristiques historiquement, enfin c'est quelque chose qu'on peut observer. Soit il y a un retracement, une correction complète du mouvement baissier, soit on retrouve des acheteurs néanmoins et le marché a du mal à quand même revenir sur les précédents points hauts. Donc c'est quelque chose qu'on observe sur le Bitcoin et le Litecoin. On entre dans le deuxième paradigme dans lequel il y a quand même des acheteurs et puis ça va consolider pendant un certain temps parce que le marché est un peu KO sur ces niveaux. Hein. On comprend que ceux qui ont acheté à 19 000 du Bitcoin ont un peu du mal
à revenir sur ces marchés-là. Et donc le marché est KO et il consolide pendant un certain temps. Pour l'Ethereum, on est dans quelque chose qui est complètement différent, qui ne correspond à aucun des deux paradigmes, soit la correction complète ou la consolidation. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces différents cryptocurrencies? Moi, ce que je suggère aux investisseurs, c'est de revenir sur des positions plus court terme, voire intraday, parce que difficile à gérer sur des mouvements comme on observe sur des positions moyen terme. Car marché extrêmement volatile et très erratique. Donc prudence sur le moyen terme. Et en intraday, c'est des marchés comme d'autres marchés qui sont simplement un peu plus volatiles et qu'on peut tenter de trader. Merci à vous, David Furcade. Je rappelle que vous êtes président de iWave 360. Merci.